Voilà, quand on nous parle de l'Ukraine, en fait, les médias voudraient bien qu'on regarde les choses en voyant pas plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire en voyant juste les événements du jour. Et là, on nous dit, par exemple, dans Le Soir, le quotidien de référence en Belgique, l'Europe, honnête courtier en Ukraine. Donc, l'Europe honnête courtier en Ukraine, c'est comme si l'Europe, les États-Unis aussi, réagissent tout d'un coup parce qu'il y a des manifs en Ukraine, il y a de la répression. Et la question, c'est est-ce qu'on pense vraiment que ces gouvernements qui sont en train de plonger les populations en Europe, aux États-Unis, dans la pauvreté de plus en plus, que l'écart riche-pauvre ne cesse de s'agrandir, est-ce qu'on pense vraiment que ces gouvernements-là, quand ils vont à l'étranger, ils deviennent humanitaires et ils pensent seulement au bien des populations locales et à la démocratie? Si on veut comprendre le fond du problème, si on veut aller à l'essentiel, il faut toujours se poser la question, est-ce que les médias, dans cette affaire, dans ce conflit, m'ont parlé des intérêts? Tant qu'on n'a pas expliqué les intérêts économiques et stratégiques, on n'a pas informé et même on a désinformé et il devient impossible de comprendre le conflit en cours et il devient impossible de comprendre le rôle de l'Europe et des États-Unis. Et il faut absolument voir les choses sur une longue distance. Il ne faut pas croire que c'est une réaction à la dernière minute à des événements. Tout ça, ce sont en fait des agressions, des interventions qui sont programmées. Et en fait, tout pays qui est indépendant du système néocolonial de l'Europe et des États-Unis, qu'il ait un bon ou un mauvais gouvernement, ce n'est pas important. Tout pays indépendant, il faut le ramener dans la dépendance, il faut le renverser s'il ne se soumet pas. Et la question est, évidemment, c'est un programme à longue distance. Évidemment, les États-Unis ou l'Europe ne savent pas quand ils vont pouvoir réaliser cette intervention, ils ne savent pas si ça va réussir, ça dépend du rapport de force. Mais la chose qui est très importante à voir, c'est que on est toujours dans des événements qui sont planifiés sur le long terme. Et pour comprendre ça, en fait, on a les interventions déjà de l'OTAN en Yougoslavie, au lendemain de dans Poker Menteur, j'avais analysé la guerre contre la Yougoslavie de l'OTAN. Et quand la première partie de la guerre est terminée, Solana, qui est alors le secrétaire général de l'OTAN, tire la conclusion, je cite, l'expérience acquise en Bosnie pourra servir de modèle pour nos opérations futures. Ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils sont en train d'installer l'OTAN comme gendarme du monde, alors que l'OTAN, en principe, c'était une alliance défensive contre l'Union soviétique. Ils savent qu'ils sont en train d'installer l'OTAN comme gendarme du monde. Et donc, en fait, il faut se poser la question, pourquoi ils ont absolument besoin de l'OTAN comme gendarme? Et ça, déjà en septembre 1993, trois experts de la RAND Corporation, donc le think tank de l'armée des États-Unis, ils disent l'OTAN doit sortir de sa zone, sinon il sera sans emploi. C'est très bizarre, donc on n'est plus du tout dans une alliance soi-disant défensive. Et en fait, si on veut comprendre à quoi va servir l'OTAN, mais dans ce livre-là, j'avais indiqué que l'OTAN se préparait à intervenir, dans trois directions. Et il y avait l'Ukraine et la Géorgie comme première direction, il y avait l'Algérie, la Libye, le Moyen-Orient comme deuxième, et un ensemble de pays du tiers-monde comme l'Afghanistan ou les pays africains comme troisième zone. Et en fait, tout ça, ça fait partie, et l'Ukraine aussi, de l'encerclement de la Russie. La Russie, c'est un rival. La Russie, c'est une puissance qui résiste aux États-Unis. Et donc, dans un autre livre, j'ai indiqué, en fait, le livre s'appelle Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, écrit au début 2000. C'est-à-dire qu'en fait, l'OTAN se prépare à jouer le rôle de gendarme et j'analyse à ce moment-là quels sont les pays où il va y avoir des interventions dans les années suivantes. Et il y a l'Afghanistan, bien entendu, il y a l'Iran qui est menacé aussi. L'Afghanistan, ça va se réaliser par l'invasion des États-Unis l'année suivante. Mais à l'époque aussi déjà, on indique l'Ukraine comme étant une zone stratégique à cause des corridors, pipelines, gazoducs, etc., qui en font une zone stratégique. Et en fait, l'Ukraine, c'est la pièce que les États-Unis et l'Europe veulent absolument contrôler, coloniser, pour affaiblir la Russie.
Et ça a été dit très clairement par quelqu'un qu'on devrait lire beaucoup plus souvent, bien que ce soit un salopard, c'est Zbigniew Brzezinski, le plus grand et le plus important des stratèges de la politique coloniale des États-Unis. Et Brzezinski il dit plutôt dans une conférence en 98 aux États-Unis, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie, donc l'ensemble Europe plus Asie. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. Et Brzezinski poursuit, si l'Occident devait choisir entre une Ukraine démocratique et une Ukraine indépendante, opposée à la Russie, en fait il veut dire opposée à la Russie bien entendu, ce sont les intérêts stratégiques et non des considérations démocratiques qui devraient déterminer notre position. Ça veut dire que Brzezinski et les États-Unis sont prêts à un coup d'État ou à s'allier aux pires individus, aux pires organisations pour enlever l'Ukraine à la Russie. En fait, c'est ça l'enjeu stratégique fondamental. Et dans le cas de l'Ukraine, comme dans le cas de toutes les guerres déclarées ou non déclarées, la question c'est toujours à se poser, c'est quels sont les intérêts économiques et stratégiques.